Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire que je démarre pour une fois à peu près à l'heure. Je vous remercie de votre présence en ce samedi. Donc je vais me présenter, je suis donc Caroline Mignalet, je dirige Averroès e-Learning, qui est donc une structure d'accompagnement dédiée aux élèves des lycées français du monde entier, et plus particulièrement des lycées de la zone sud, donc qui sont en calendrier décalé, on va dire. Donc on se retrouve aujourd'hui. Vous êtes pour l'hémisphère sud à peu près à quasiment à mi-année, à la fin du premier semestre. Les vacances du mois de juillet approchent. Et donc ce webinaire était un peu l'occasion de faire le point sur les enjeux de la deuxième partie de l'année, de la troisième à la classe de terminale. On va dérouler un petit peu les différents enjeux, les différents niveaux, les uns après les autres. Donc, effectivement, si vous voulez préciser dans le chat les classes dans lesquelles sont vos enfants ou les niveaux qui vous intéressent en particulier, peut-être que en fonction par rapport aux inscrits, en fonction des gens qui sont finalement là aujourd'hui, j'accentuerai certains points plutôt que d'autres. Voilà. Ce webinaire est, comme toute la série de webinaires qu'on organise tout au long de l'année pour l'hémisphère nord comme pour l'hémisphère sud. Ces webinaires sont organisés en partenariat avec la FAP. Donc, la FAP, c'est la fédération de vos associations de parents d'élèves qui intervient en support, accompagnement, soutien des associations de parents d'élèves locales ou des comités de gestion locaux pour l'ensemble des pays dans lesquels on va trouver des lycées français. Voilà. Mélissa Nartigal, qui est la représentante de la FAP, donc ne sera pas là. Est-ce que je peux faire quelque chose pour monter le son? Je peux essayer. Je suis au maximum. Je peux. Alors, si vous m'entendez de trop loin, je peux essayer de mettre des écouteurs, peut-être. Pour voir si c'est mieux. Vous allez me dire. Hop. Normalement, ça fonctionne bien. Hop. Essayer de mettre des écouteurs. Hop. Voilà. Alors, hop, je vais juste les connecter pour que ce soit bien. Et puis, je démarre tout de suite. Hop. Alors, désolée, je vous demande 2 minutes. Voilà. Voilà. J'espère que c'est mieux et que vous m'entendez toujours bien. Je vais partager mon écran. Alors, n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Nesrine, qui m'accompagne aujourd'hui, de même que Aline, pourront faire remonter vos questions au fur et à mesure, de manière à ce que j'y réponde. Il n'y a aucune question tabou. Alors, j'ai pas forcément toutes les réponses. Évidemment, je ne suis ni la EFE, ni l'éducation nationale, etc. On a simplement à Averroès une excellente connaissance du système scolaire dans lequel évoluent vos enfants. Donc voilà, n'hésitez pas. Si on peut répondre, je réponds dans l'immédiat. Et si je ne peux pas répondre, je fais mes recherches, je creuse et je reviens vers vous en début de semaine prochaine. Voilà. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est véritablement de voir un petit peu quels sont les enjeux par niveau
à ce moment de l'année, à mi-année, pour vos enfants. Qu'est-ce qui se joue, voilà, quelles sont les différentes échéances et comment les gérer au mieux. Alors, on va de manière logique fonctionner par niveau. Donc, commencer bien évidemment par les classes de troisième pour ensuite enchaîner vers les secondes, puis le cycle terminal avec les premières et les terminales. Alors, en troisième, le véritable enjeu, c'est ce premier examen qui est le brevet des collèges. Alors, ce brevet, il ne conditionne pas, contrairement à tout ce qui a pu être dit, écrit au moment d'une espèce de flou politique, il ne conditionne pas l'entrée de vos enfants en classe de seconde. Donc, il est déconnecté de l'entrée en classe de seconde qui, elle, est validée par les conseils de classe de la fin du deuxième trimestre de la fin d'année. Ceci étant, pour les enfants, il constitue quand même une étape très importante dans le sens où c'est leur premier examen officiel, c'est la première fois qu'ils vont rentrer dans une salle avec s'installer à une table sur laquelle il y aura leur nom sur une étiquette, etc. Qu'on les fera travailler avec des feuilles de brouillon spécifiques qu'on va leur donner, etc. Et puis que on a, d'un point de vue pédagogique, une véritable évaluation sommative, c'est-à-dire on fait un point sur l'ensemble des acquis de la troisième, mais finalement sur l'ensemble des acquis du collège. Donc c'était quand même un point d'étape important. Donc ce brevet des collèges, en fait, il se décompose en cinq épreuves. 4 épreuves écrites, pardon, et une épreuve orale. Alors, les épreuves écrites, elles sont assez classiques. C'est une épreuve de français de 3 heures, mais ça déjà, pour des collégiens, c'est un challenge, parce que une épreuve de 3 heures, c'est rester assis, concentré pendant 3 heures. Alors, bien sûr, ça se fait par étapes, puisque en fait, ils ont une partie d'analyse de texte, ils ont une partie de grammaire, ils ont une dictée, et puis ils ont un temps de rédaction. Donc ces temps sont rythmés en fait dans l'organisation de l'examen. On leur demande pas de gérer tout seul comme ça les 3 heures de temps, mais quand même, ça suppose une certaine habitude de travail, une certaine manière d'appréhender l'examen, de manière à pouvoir quand même gérer une épreuve de 3 heures. Cette épreuve de français, elle est associée de 100 points. Elle est notée sur 100. Ils ont une deuxième épreuve de 3 heures, elle aussi, en maths, bien évidemment. Et là, ils ont, en règle générale, 3 à 4 exercices de mathématiques et un exercice d'informatique, de ce qu'ils appellent Scratch en troisième. Là aussi, en fait, on reprend l'ensemble des compétences et c'est vrai que les sujets de brevet partent sur quasiment la totalité du programme de troisième et ça inclut bien évidemment tous les acquis de quatrième. Donc, c'est une épreuve qui est quand même, qui leur demande du travail, c'est une épreuve qui est souvent un petit peu difficile, dans lesquelles les résultats vont tourner autour de 70%, 72%, selon les années dans les lycées français de l'étranger, bien évidemment. Voilà, mais c'est une épreuve exigeante. Ensuite, ils ont 2 épreuves de 2 heures. Une épreuve d'histoire-géographie, notée sur 50 points. Donc, la moitié des épreuves de maths ou de français. Donc, épreuve de géo avec, donc là aussi, qui porte sur l'ensemble du programme. Alors, évidemment, tout ne tombe pas, puisque en troisième, ils ont jusqu'à l'histoire récente, les guerres mondiales, etc. Donc, tout ne va pas tomber, mais ça va tomber sur une thématique en histoire. Donc, ils ont un sujet d'histoire avec une analyse de documents. Et en géographie, ils ont une analyse et interprétation de cartes. Voilà. Et ensuite, dernière épreuve, ils ont une épreuve de sciences. Donc, une épreuve de sciences qui dure 1 heure.
Et là, c'est une épreuve qui combine toutes les matières de sciences. Toutes les matières de sciences, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, vos enfants en troisième ont trois matières. Ils ont physique, chimie, sciences et vie de la Terre, donc et techno. Environ 3, 4 semaines avant les épreuves, à peu près, on va dire un mois, un peu moins d'un mois avant les épreuves, deux matières sont tirées au sort. Et donc le sujet portera sur ces deux matières. Donc soit physique, chimie, SVT, soit physique, chimie, techno, soit SVT, techno, soit euh, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour des combinaisons. Euh, voilà. Et là, tout le monde compose par zone sur ces deux matières-là. Voilà pour les épreuves écrites, qui sont en général organisées sur 2 jours. Donc, ça leur fait quand même des 5 heures d'épreuve par jour, hein, donc 3 heures le matin, 2 heures l'après-midi. C'est pas mal. Euh, En plus de ça, ils ont un oral noté sur 100 points, qui est une espèce de très grand oral. Alors, en général, cette épreuve est très anxiogène pour les enfants parce que souvent, pour les parents aussi d'ailleurs, hein, parfois plus pour les parents même, euh, le sujet d'oral de brevet, ce sont les enfants qui le choisissent. Donc, ils le choisissent en accord avec leurs enseignants. Et c'est vrai qu'en troisième, ils ont une immense liberté sur leur choix de sujet. Donc, ça peut s'inscrire dans un parcours d'orientation, ce qu'on appelle un parcours à venir. Donc, ça peut être à partir d'un stage, ou ça peut être au contraire à propos des études qu'on veut faire. Par exemple, on a fait passer un petit élève de Londres là la semaine dernière qui veut étudier les sciences économiques, et donc il a fait son oral de brevet autour de ce qu'on appelle un projet à venir. Pourquoi étudier les sciences économiques? À quoi ça sert? Comment on fait? Pourquoi ça m'intéresse? Etc. Voilà. D'autres vont travailler à partir de leurs expériences de stage, s'ils en ont fait. Mais ça peut être aussi des sujets complètement transversaux, construits autour des arts, de la physique-chimie. Je pense à un autre élève, par exemple, qui a travaillé autour du son, et en particulier, bon, je pense que peut-être il était traumatisé, en particulier des bruits que l'on entendait chez le dentiste, et donc le bruit de la roulette, etc. Enfin, il avait fait une petite bande vidéo très explicite, et en fait, il a travaillé sur le son à la fois d'un point de vue artistique, donc avec ses cours de musique et son enseignant de musique, et à la fois avec un côté physique-chimie, avec son enseignant de physique-chimie. Voilà. Donc, la préparation de cet oral de brevet et de ce que les enfants vont présenter, il n'y a pas vraiment de temps dans l'emploi du temps. Il y a parfois le professeur principal organise des heures de vie de classe dans lesquelles on va effectivement travailler sur le sujet de brevet, essayer de valider, etc. Mais ensuite, ils sont en relative autonomie par rapport à ça. Et ils passent un oral, alors en individuel ou en petit groupe, selon comment ils ont travaillé. Et cet oral, ben, c'est en gros 5 minutes de passage et 10 minutes de discussion. Dans le cadre de cet oral, les jurys évaluent essentiellement les compétences oratoires des enfants, c'est-à-dire leur capacité à s'exprimer clairement, leur capacité à écouter, à répondre aux questions, leur capacité à être convaincant. Voilà, c'est vraiment ça qui est évalué plus que le fond véritablement. Voilà. L'ensemble de ces épreuves compte pour la moitié de l'obtention du diplôme. Le reste des notes enfin les autres 50% sont issus du contrôle continu et donc des bulletins scolaires de vos enfants en classe de troisième. Voilà. Donc soit c'est les 3 bulletins si l'établissement est organisé en trimestre, soit c'est les 2 bulletins semestriels pour les établissements organisés en semestre. Donc voilà pour l'organisation du brevet et comment ça se déroule. Donc c'est vrai que les épreuves vont arriver à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre.
le rythme va s'accélérer et au-delà de ce dont les enfants auront besoin ensuite au lycée, en termes de compétences, bah, c'est vrai qu'il faut donner un petit coup d'accélérateur dans ces matières qui sont évaluées à l'examen. Est-ce que, avant que je fasse ça, est-ce qu'il y a des questions sur par rapport au brevet ou est-ce que ça va jusque-là, c'est assez clair? Je pense que c'est assez clair pour l'instant. Euh, alors, à l'issue de cette classe de troisième, de l'obtention du brevet, donc je reviendrai ensuite pour chaque classe à la fin sur les propositions, comment travailler, etc. Mais je le ferai de manière plus globale. À l'issue de cette classe de troisième, les élèves rentrent au lycée. Et là, même si dans la plupart des cas, dans les lycées français de l'étranger, ça ne signifie pas de changer de site, c'est-à-dire les enfants sont exactement, très exactement au même endroit que quand ils étaient en troisième. Parfois, juste, ils n'ont pas les mêmes horaires de cantine ou pas la même cour de récréation. Euh, En revanche, là, au lycée, tout change. Tout change. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, cette classe de seconde, depuis la réforme du baccalauréat, c'est quand même le début de l'orientation et c'est le début de la trajectoire vers le supérieur. Donc, c'est vraiment important. Euh, le rythme en début d'année de seconde est relativement lent, c'est-à-dire que les enseignants laissent en général aux élèves, aux enfants, pas mal de temps pour s'habituer au rythme du lycée. Souvent, ils ont de nouvelles matières, une nouvelle manière de travailler, des attentes un petit peu différentes de la part des enseignants, et c'est normal. Donc, je pense par exemple, bah, vos enfants, ils ont plus musique, mais par contre, ils ont tous sciences économiques, par exemple, en classe de seconde, une matière complètement nouvelle. Voilà. Donc, et puis il faut s'habituer aux exigences du lycée. Ils ont des rythmes de lecture en français, par exemple. Autant on a jusqu'en troisième essentiellement étudié la langue, c'est-à-dire la construction de la langue, la grammaire, etc. Autant à partir de la seconde, on rentre dans ce qu'on appelle l'étude de la littérature. Donc, du coup, évidemment, les enjeux changent. Bon, par ailleurs, quand on rentre en seconde, ben, on le sait, ça va ensuite très vite, et surtout là, quand on est en milieu d'année, hein, ben, très vite pointe le bout de leur nez les décisions qu'il faut prendre en termes de choix de spécialité. Et puis, donc spécialité que les élèves vont suivre en première et en terminale. Et puis ensuite, bah, très vite, en seconde, on commence à préparer son bac de français. Et puis, bah, on rentre dans cette espèce de rythme beaucoup plus soutenu que constituent les années de première et de terminale. Le gros enjeu de la classe de seconde, c'est vraiment de, bien évidemment, rentrer dans l'étude de la littérature en prévision du bac de français, et c'est le choix des spécialités. Alors, le choix des spécialités en classe de seconde, donc pour vous, dans l'hémisphère sud, ça va se dérouler en France, enfin, dans l'hémisphère nord, en règle générale, c'est au moment des vacances de février que les élèves émettent leurs premiers vœux. Donc là, dans l'hémisphère sud, si je transpose, on serait sur des premiers vœux émis bah, au retour des vacances de juillet, probablement, et une confirmation lors du dernier conseil de classe. Les enfants vont choisir en seconde trois spécialités. Trois spécialités qui vont constituer leurs majors. Si on était en système anglo-saxon, on dirait ça. Leurs majors en première. Et entre la première et la terminale, ils vont en abandonner une de ces spécialités et ils n'en auront plus que deux. Ce qui caractérise cette réforme du baccalauréat depuis maintenant 4 ans, c'est que en fait les spécialités, donc les matières choisies par les enfants en classe de seconde, vont avoir un poids déterminant dans les résultats du bac et bien évidemment dans la qualité du dossier des enfants, donc avec ce que ça va avoir comme impact sur leur orientation, etc.
Donc, c'est vrai que c'est vraiment l'enjeu de la classe de seconde, de se dire, bon, ok, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'aime. Alors du coup, je vais m'attarder un tout petit peu ici sur ces points-là. Euh, Au total, il existe 12 spécialités. D'une manière partout, vous allez trouver les 8 spécialités que j'ai appelées spécialités courantes. Okay, donc, c'est-à-dire, enfin, les plus courantes. Vous allez les trouver quasiment partout. Donc, les sciences économiques et sociales, les mathématiques, la physique-chimie, la SVT, une nouvelle matière qui s'appelle histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Il y a une faute de frappe. Euh, Ils vont avoir la possibilité de choisir une spécialité en langue, littérature et culture étrangère. Et là, selon les établissements, vous allez avoir plusieurs propositions, une seule ou plusieurs propositions qui vous sont faites. Par exemple, au lycée de Sao Paulo, les élèves peuvent choisir langue, littérature, culture étrangère en brésilien, par exemple. Dans d'autres établissements, vous allez retrouver l'anglais ou l'espagnol ou etc. Vous avez ensuite une spécialité qui s'appelle humanité et dans un petit peu moins d'établissements, vous avez une spécialité autour des sciences de l'informatique, une spécialité informatique sur les sciences de l'information. Parmi toutes ces spécialités, les enfants vont devoir en choisir 3. Après, dans quelques établissements, vous allez trouver des spécialités artistiques en plus. C'est assez rare. Sciences de l'ingénieur. Langue, littérature et culture de l'Antiquité, donc latin-grec. Donc là, de mémoire, dans l'hémisphère sud, il n'y en a pas. Et la spécialité sport. Et pour l'instant, là non plus, il n'y en a pas. À l'étranger, il n'y en a qu'une. Et il n'y a qu'un lycée qui fait la spécialité sport et qui est à l'île Maurice. Donc voilà. Alors, la question en fait qui va se poser en seconde, c'est qu'est-ce qu'on va choisir. Et en fait, ce choix, c'est le bon moment pour ceux parmi vous qui ont des enfants en seconde, c'est le bon moment de s'interroger parce qu'en fait, il faut mûrir ce choix tranquillement. Et donc, il faut prendre un peu son temps en réfléchissant autour de 3 axes, j'ai envie de dire, 3 idées. La première, c'est qu'est-ce que aime étudier votre enfant, ou dans certains cas, qu'est-ce qu'il déteste le moins travailler. Parce qu'en fait, le principe de ces spécialités, c'est que en première, c'est 6 heures de cours par spécialité. En terminale, c'est 8 heures de cours par semaine par spécialité, donc c'est beaucoup. Ce sont des coefficients très élevés. Donc ça veut dire que si vos enfants veulent réussir leurs examens, leur orientation, etc., ça veut dire que ce sont des matières qui vont devoir travailler régulièrement. Donc voilà. Donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est il vaut mieux aimer les matières qu'on choisit en spécialité. Deuxième axe, c'est alors évidemment en seconde c'est toujours un peu difficile, mais si l'enfant, si les jeunes ont déjà une première idée d'orientation ou en tout cas d'orientation générale, de projet ou de choses qu'ils auraient envie de faire et d'autres choses que peut-être ils auraient pas du tout envie de faire. Euh, ça peut orienter le choix aussi de manière forte. Euh, et enfin, le dernier élément, c'est dans quoi votre enfant réussit. Dans quoi il est bon. Il est plutôt bon en rédaction. Est-ce qu'il est très bon en histoire géo? Est-ce qu'il est très bon en langue vivante? Souvent, dans nos élèves dans les lycées français de l'étranger, ils sont très bons en langue vivante. Euh, ils obtiennent, et ceux qui choisissent la spécialité langue, littérature et culture étrangère, en général, ils obtiennent d'assez bonnes notes, même si dans langue, littérature et culture étrangère, il y a littérature.
Donc, ça signifie lire des livres dans la langue en question, etc. Et en première, ça veut dire lire ces livres en plus des livres de français, par exemple. Donc, les enfants qui sont complètement allergiques à la lecture, c'est pas forcément la spécialité idéale. Euh, donc voilà un petit peu les trois éléments à partir desquels il faut construire sa réflexion. Voilà. Euh, Après, il faut bien vous dire qu'il y a aussi tout un tas de poursuites d'études, tout un tas de formations qui n'ont pas qui ne disent pas, bah moi je veux des élèves qui ont fait maths et sciences économiques, par exemple. Ils vont conseiller certaines spécialités, dire qu'elles sont recommandées. Après, de plus en plus dans le supérieur, on va pouvoir proposer aux enfants des modules de rattrapage, de remise à niveau, etc. Mais bon, voilà, si un enfant, si votre fille veut devenir ingénieure et que c'est vraiment ça qu'elle veut ou qu'elle veut devenir pilote de ligne, bah, bien évidemment que elle va prendre maths et physique, ça c'est sûr, et qu'elle va les garder jusqu'à la fin de son année de terminale. Voilà. Donc ça fait partie de choix clivants qui sont presque imposés. Euh, voilà. Si pareil, votre enfant veut partir en études de médecine, bon bah en études de médecine, bah fort probablement que en première il va prendre maths, physique, chimie et SVT, et puis en terminale il va conserver physique, chimie et SVT et prendre une option de maths pour garder un petit niveau de maths. Voilà. Mais donc ça c'est pour les enfants qui auraient déjà en seconde des choix d'orientation très précis en tête, soit positifs, soit au contraire négatifs, soit les trucs dont vraiment on est sûr qu'on ne peut pas les faire. Voilà, on a des élèves qui en seconde savent déjà vous dire qu'ils veulent ni faire médecine, ni faire des études d'ingénieur, etc. Et là, j'ai envie de dire pour ces élèves-là, du coup, les choix sont assez ouverts. Euh, voilà pour les spécialités. Alors, n'hésitez pas non plus. Je sais que vous êtes bah, géographiquement très loin de la France, mais n'hésitez pas à consulter le site de Parcoursup, juste en consultation, et ça dès la seconde. Donc dès la seconde, déjà, on peut se créer un dossier qui va permettre de sélectionner des formations qu'on va mettre en favori et d'aller regarder bah, ces formations, qu'est-ce qu'elles attendent, quel est le profil des élèves qu'elles choisissent, etc. Donc ça donne quand même des indications, ça permet de réfléchir un peu intelligemment à cette question des choix de spécialité. Mais vraiment, le critère de aimer les matières et tenir compte des éventuels choix d'orientation des enfants, c'est vraiment les deux critères déterminants. En termes de processus, donc les enfants font des vœux provisoires, euh, à peu près, j'imagine, en août. Euh, le conseil de classe va émettre un avis provisoire. Et puis, l'élève va confirmer ses vœux en fin d'année et le conseil de classe du troisième trimestre ou du second semestre validera ses vœux. Alors souvent, à ce point-là, j'ai la question de est-ce qu'on a droit à l'erreur? Maintenant, on a un peu droit à l'erreur un peu partout, dans l'administration, etc. Est-ce que quand on choisit CSP, on a droit à l'erreur? Alors, normalement, oui. On a droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on a droit d'avoir choisi en seconde maths, physique, chimie et SVT et de revenir après les vacances de janvier-février pour la rentrée début mars en disant bah, en fait finalement je veux pas du tout faire ça, je veux faire maths, sciences économiques et brésilien. Dans l'absolu, c'est possible. Dans les faits, euh, les décisions sont soumises au chef d'établissement de l'établissement de votre enfant. Et le plus souvent,
c'est accepté sous réserve que ce soit compatible avec l'organisation pratique du lycée. J'ai le cas d'une élève l'année dernière qui était en Allemagne, dans un petit lycée à Düsseldorf, enfin un petit lycée en termes de nombre d'élèves. Et donc, cette jeune fille était la seule à vouloir avoir en terminale géopolitique et mathématiques. C'était la seule. Le problème, c'est que, bah, vous vous en doutez, hein, chef d'établissement, un proviseur ou un proviseur adjoint, il travaille sous contrainte budgétaire, matériel, d'heures d'enseignement, etc. Et ben, bien évidemment, on ne peut pas, et en fait, on ne peut pas ouvrir un emploi du temps spécifique, enfin adapter un emploi du temps spécifique pour tenir compte d'une seule élève. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle a fait en début d'année, elle a commencé à faire les maths par le CNED. Bon, et finalement, très vite, elle s'est rendue compte que c'était quand même assez galère. Et du coup, elle a changé de spécialité. Elle a pris l'autre spécialité qu'elle avait en première pour son année de terminale. Voilà. Donc, on peut se tromper et on peut changer d'avis, mais c'est sous contrainte, c'est jamais complètement acquis. Voilà pour cette partie-là. Quand on arrive aux classes, alors je sais pas, pardon, Nesrine, est-ce que tu avais des questions pour la classe de seconde? Pour le moment, pas de questions. Non, pas de questions. Okay. Donc, bah, je passe aux classes du coup de première et de terminale. Donc là, on rentre, on a choisi cette spécialité, on rentre bah, selon les établissements en février ou en mars en classe de première. Et là, alors là, bah là tout compte. En fait, à partir du moment où votre enfant a mis le pied dans sa classe de première, tout compte. Quand je dis tout compte, c'est que en fait, le bac s'obtient maintenant en combinant contrôle continu et épreuve terminale. Le contrôle continu, bah, c'est toutes les notes de vos enfants depuis le début de la première jusqu'à la fin de la terminale pour les matières qui ne sont pas évaluées en examen sur table. Donc, ce sont par exemple toutes les notes d'histoire géo, toutes les notes de langue vivante, 1 et 2, toutes les notes d'enseignement scientifique, etc. Euh, coefficientés en fonction des coefficients du baccalauréat. Et en plus de ça, ben, vont se rajouter les épreuves de bac, les bacs blancs qui interviennent ben, en règle générale, Brésil, Chili, etc. On est sur des bacs blancs qui ont lieu fin août de mémoire, c'est comme l'année dernière. Et donc un rythme soutenu et finalement la constitution dès le début de l'année de première de son dossier d'orientation pour les élèves qui vont poursuivre leurs études, en tout cas faire des candidatures où qu'elles soient dans le monde qui sont sur dossier. Alors, en termes de rythme et de calendrier des épreuves, les épreuves de bac de français, donc le bac de français, je vais y revenir un petit peu, ce sont 2 épreuves, mais bon, à ce stade de l'année, tous les parents, pardon, qui ont des enfants en première sont quand même bien au courant. Le bac de français sont donc 2 épreuves qui ont un coefficient identique, une épreuve écrite où les élèves ont le choix entre une dissertation sur une des 4 œuvres complètes qu'ils ont étudiées pendant l'année, ou un commentaire composé, et une épreuve orale, où les élèves vont présenter 16 textes,
et être interrogé sur un de ces textes. Chacune de ces épreuves est dotée d'un coefficient 5 sur 100. Donc, elles se dérouleront pour cette année au mois de novembre 2025. En terminale, donc la rentrée, pareil, hein, février ou mars, et là, les épreuves ont toutes lieu en novembre. Autant les épreuves de bac français international pour les élèves qui ont un BFI, donc les épreuves spécifiques du BFI, que les épreuves expérimentales en physique-chimie, par exemple, ou sciences et vie de la Terre, que les épreuves finales écrites, qui sont hors BFI, la philosophie, les 2 spécialités conservées en terminale, et une épreuve coefficient 10%, enfin 10 sur 100, une épreuve orale qui est le grand oral. Là aussi, j'ai envie de dire que le grand oral, c'est un petit peu comme l'oral de brevet. Cette épreuve de grand oral, les élèves vont devoir choisir leur sujet dans leur spécialité et uniquement dans leur spécialité, et il n'y a pas d'heure à l'emploi du temps. Donc en fait, c'est un travail qui est censé être un travail individuel et autonome sur un sujet qui intéresse le candidat, intéresse l'élève. Et ce qui est évalué lors du grand oral, c'est comme pour le brevet. C'est d'ailleurs, c'est rigolo, c'est quasiment les mêmes compétences qui sont évaluées en troisième et en terminale, évidemment pas avec les mêmes attentes. Mais de nouveau, ce qui est évalué au moment du grand oral, ce sont la capacité à construire un discours structuré, la capacité à écouter, à répondre aux questions, la capacité à convaincre, la capacité à avoir une approche pédagogique qui permet de bien expliquer au jury que vous avez en face de vous, qui ne connaît pas forcément la matière de votre sujet, pourquoi il vous intéresse, etc. L'ensemble de ces épreuves, de terminale, vont se dérouler au mois de novembre. Voilà un petit peu pour le calendrier. Excusez-moi. Donc, les épreuves de bac français, je l'ai dit, c'est 4 heures pour l'épreuve écrite et 20 minutes de passage sur l'épreuve orale, dans lequel, et ça c'est quelque chose qui a été rajouté par la réforme, dans laquelle on introduit une question de grammaire, mais là on est très très loin de la question de grammaire telle qu'elle est vue en troisième, c'est-à-dire que ici, il s'agit d'interroger l'élève sur comment une forme grammaticale ou une règle grammaticale, pourquoi elle a été utilisée par l'auteur et en quoi est-ce que elle apporte quelque chose au texte. Qu'est-ce qu'elle en sous-entend? Qu'est-ce qu'elle implique? Pourquoi elle a été utilisée? Pourquoi celle-ci et pas une autre? Donc ça, c'est la partie de la question de grammaire qui est sur 2 points. Et ensuite, les élèves choisissent une œuvre sur laquelle va porter un entretien. Voilà. Avec un ensemble de questions, etc. Donc voilà pour les épreuves de bac de français. Alors, c'est un J'ai une petit peu... question. Ah, pardon. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y. Pour l'épreuve de français, pour le choix de l'œuvre, on me demande quel type d'œuvre on doit choisir. Est-ce qu'on peut choisir, peu importe, un manga par exemple? Alors, oui, dans l'absolu, pour l'œuvre que les élèves vont défendre et qui donc choisissent pour leur entretien sur œuvre, ils peuvent choisir absolument n'importe quoi, y compris un manga. Okay,
En fait, la seule limite, c'est que la liste de textes que vos enfants vont présenter au baccalauréat, la liste de textes doit être validée par le chef d'établissement. Donc en fait, en général, le chef d'établissement, il fait valider par le prof de français de vos enfants. À partir du moment où le chef d'établissement et l'enseignant valident ce choix d'œuvre complète, les élèves peuvent choisir n'importe quoi. C'est complètement libre. Ok, très bien. Merci pour la précision. Alors, en terminale, c'est vrai que le rythme de l'année est assez dense parce que les élèves n'ont plus que 2 spécialités. Avec lesquelles ils ont pas mal de travail. Il y a beaucoup de contenu, quelles que soient les matières. Moi, j'enseigne les SES, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu. On attend des élèves une technicité, une compréhension des concepts et des mécanismes qui est quand même déjà d'un bon niveau. Pour des épreuves qui se dérouleront en fin d'année. Ça, c'est la première chose, c'est de préparer ces épreuves de spécialité, bien évidemment, qui globalement vont compter pour à peu près un tiers du baccalauréat. En fait, elles sont chacune affectées d'un coefficient 16, ce qui fait 32 sur 100, plus le grand oral qui porte sur ces spécialités, qui est affecté d'un coefficient 10. Donc ça fait un peu plus de 40% autour des matières de spécialité. Donc c'est sûr que là, elles ont un poids énorme. En terminale, la plupart des élèves, sauf ceux qui ont choisi la spécialité humanité, ont en plus une nouvelle matière qui est la philosophie, où là, même si les exercices qui sont une dissertation ou un commentaire philosophique sont des exercices qu'ils connaissent, c'est vrai que le sujet et la manière de construire sa dissertation, de problématiser sa dissertation sont très différentes de ce qu'ils font en français. Et donc, ça leur demande souvent pas mal de travail, tant méthodologique que bien évidemment de maîtrise des contenus. En philo, ils ont quand même 17 notions philosophiques à travailler. Donc, je sais pas si je vous en cite quelques-unes. Ils ont le temps, ils ont la religion, ils ont la conscience, ils ont la liberté, le bonheur, la science, la justice. Voilà, tout un tas de thèmes qui vont travailler au fil de l'année. Donc c'est vrai que 17 thèmes, c'est beaucoup. Hein, si vous divisez, ça fait presque, ils ont à peu près, on va dire, 8 mois de cours. 17 thèmes, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait 2 thèmes par mois à peu près. Donc, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup d'heures de cours de philo, donc c'est vrai que c'est beaucoup. Ensuite, en terminale, l'enjeu, c'est effectivement de construire son sujet de grand oral. Alors, bien qu'il y ait ChatGPT et que les élèves l'utilisent, et ils auraient vraiment tort de ne pas l'utiliser, le danger quand même, c'est d'attendre un peu le dernier moment pour préparer son sujet de grand oral, sachant que les meilleures notes sont obtenues par des élèves qui aiment le sujet dont ils parlent en fait, qui sont foncièrement intéressés par le sujet dont ils parlent et qui soit ont suivi l'actualité sur ce sujet, soit effectivement ont lu des trucs sur ce sujet, soit qui ont un véritable intérêt sur ce sujet. L'année dernière, à Sao Paulo, par exemple, j'avais un élève en sciences éco qui était pourtant un élève qui avait pas mal de difficultés et qui avait choisi de travailler pour le grand oral sur le mercato des joueurs de foot. Évidemment, c'était un footeux, hein, et qui, du coup, on a un chapitre en sciences éco qui est sur les bulles spéculatives et les crises financières, et qui avait donc choisi de montrer que le mercato des joueurs de foot, on pouvait considérer qu'était en train de se former une bulle spéculative comme sur les marchés financiers. C'était pas un sujet facile, mais au final, il a eu une très bonne note parce qu'en fait, il était
bon, d'abord, c'était un sujet qui l'intéressait. Ça lui demandait pas de réels efforts d'aller lire sur le sujet, etc., même si ça devait être technique. Et il avait finalement, dans l'échange avec le jury, pas mal de choses à dire. Il avait du recul par rapport à son sujet, etc. Il avait plein d'exemples. Bon, voilà. Donc, en fait, ce sujet de grand oral, c'est vrai que il faut essayer. C'est le bon moment là, je trouve. En zone sud, vous avez finalement la chance d'avoir ce long break du mois de juillet, qui peut permettre de réfléchir à des choses et voilà, ça demande pas un travail énorme pour les enfants de se dire tiens mais ça m'intéresserait de travailler sur quoi en fait pour mon gros oral. C'est le bon moment. Et en fait derrière, quand ils vont rentrer en août, il leur restera 4-5 mois. Bon bah là, le rythme de l'année va se mettre en place, ils ont le temps et d'assembler quelques documents et d'utiliser ChatGPT, mais au moins de construire quelque chose qui est réfléchi et qui leur plaît. Et puis enfin, bah, pour les élèves de terminale, en tout cas ceux qui vont vouloir poursuivre leurs études éventuellement dans l'hémisphère nord ou dans d'autres universités dans lesquelles on va leur demander leur dossier, bah, c'est de finaliser leur dossier d'orientation et de construire leur dossier d'orientation, même si bah, pour ceux qui candidatent ensuite en France, ils auront encore quelques mois à l'issue de leurs résultats du baccalauréat pour préparer leur dossier au moment globalement de la rentrée en zone sud. Donc voilà un petit peu pour les enjeux. J'ai oublié, et je m'en excuse, de parler d'un point, donc je vais y revenir maintenant, mais c'est vrai que ça a été publié uniquement cette semaine. Pour les élèves qui sont en seconde cette année, c'est-à-dire qui sont en seconde en 2025, ils auront en première, en même temps que les épreuves anticipées de bac de français, ils auront une épreuve de mathématiques en fin de première. Donc ça a été publié au journal officiel cette semaine. Donc c'est mis en place pour les élèves qui vont dans l'hémisphère nord, vont rentrer à l'école, vont rentrer en première en septembre. Donc c'est donc la session 2025-2026. Et donc ça concerne pour vous en zone sud les enfants qui sont aujourd'hui en seconde et qui rentreront en première en février ou mars selon les établissements. Cette nouvelle épreuve de maths, alors je peux pas vraiment vous dire en termes de coefficients, etc., comment elle va impacter les résultats du bac. Ça, je suis pas encore sûre. Mais cette nouvelle épreuve de maths, en fait, il y en aura deux. Il y aura un sujet pour les élèves qui ont choisi la spécialité maths en première, donc essentiellement sur le programme de la spécialité maths de première et les années d'avant. Et pour les élèves qui n'ont pas choisi la spécialité maths en première, mais qui ont des maths en tronc commun, elle portera sur le programme de maths de tronc commun et le programme de seconde. Voilà. Donc ça c'est un petit peu la nouveauté. Alors c'est la nouveauté vraiment de la semaine. Voilà. Voilà un petit peu pour les enjeux. Alors, oups. Ah, attendez, j'ai quelque chose. Avero e-learning, comment est-ce que on travaille? Alors, on travaille, on a globalement trois approches. Alors d'abord, j'ai envie de dire qu'on ne travaille qu'avec des enseignants, tous diplômés, tous examinateurs dans leur matière, aujourd'hui ou hier, et qui ont donc une excellente connaissance et du système et des programmes et des attendus, et qui ne travaillent donc, enfin qui sont en plus habitués à travailler avec les élèves des établissements français de l'étranger et donc à tenir compte quand même de leurs spécificités, parfois en termes de calendrier,
mais parfois aussi en termes, je pense en troisième par exemple, en termes de niveau de langue, en termes d'outils qu'on va pouvoir leur donner, etc. Donc on a trois manières de travailler. On a effectivement des cours hebdomadaires réguliers, donc là au rythme de 2 heures par semaine par matière, où on constitue des petits groupes d'élèves qui ont les mêmes besoins et qu'on va suivre sur une période de 2 mois en les faisant travailler, en les faisant rédiger. Donc par exemple, bah, moi en sciences éco, systématiquement, quand j'accompagne les élèves tout au long de l'année, bah, je prends un chapitre, je reprends les éléments de synthèse de ce chapitre pour m'assurer que les élèves ont bien compris tous les mécanismes, les points techniques du chapitre, etc. Et ensuite, je traite des sujets de bac. Donc c'est vrai que quand j'accompagne les élèves sur l'année, j'ai largement le temps, je fais tous les chapitres évidemment, et en fait on fait tellement de sujets en retravaillant les méthodes, etc. que bon ben voilà, j'ai eu avant-hier une petite élève à Rome que j'ai accompagnée toute l'année, qui a passé son épreuve de SES jeudi et qui a eu un sujet qu'on avait déjà traité en fait. Donc bon, bah, ça c'est l'avantage du cours régulier, c'est-à-dire que vraiment on peut traiter beaucoup de sujets et que en plus on peut s'entraîner et pratiquer de manière régulière, c'est-à-dire rédiger, corriger, prendre le temps. Ça c'est la première option. Deuxième option, toujours en petit groupe, toujours en ligne, ce sont des petits modules à la carte, enfin petits. Alors c'est en réalité c'est très dense, mais c'est petit en volume horaire. Donc ce sont des modules de 6 heures qui vont permettre de répondre à un besoin spécifique ou un besoin ponctuel. J'ai besoin de réviser un chapitre de maths parce que j'ai un contrôle et que vraiment je me sens pas à l'aise. Bon bah voilà, en fonction du chapitre, on va dire c'est 3 heures de cours, 4 heures de cours, et on retravaille le chapitre en question. Bien évidemment, ça suppose d'avoir 3-4 élèves qui ont le même besoin. En français, c'est des petits modules qui vont permettre en seconde de travailler la méthodo et en première, par exemple, de travailler sur les œuvres complètes. Donc, je ne sais pas si les enfants ont Manon Lescaut, par exemple, cette année. Ben, en 6 heures, l'enseignant va faire travailler sur l'œuvre elle-même, c'est-à-dire son contexte historique, ses dynamiques, ses principaux personnages, les problématiques traitées par l'œuvre, et puis les dissertations associées à cette œuvre. Quels sont les sujets qui peuvent tomber sur cette œuvre. Voilà. Pareil, en SES, on peut faire des modules de méthodo sur la dissertation, sur les preuves composées. Voilà. Et puis, troisième option, on travaille avec, on propose bien évidemment des stages durant les vacances, donc où là, on va réviser, approfondir, préparer les épreuves, là aussi, en fonction des niveaux, des besoins, on adapte bien évidemment l'offre. Et je pense que notre grand atout, c'est effectivement d'avoir pour vous dans l'hémisphère sud des offres qui correspondent à vos temporalités de vacances et à vos temporalités d'examen. Et bien évidemment que autant sur un module, et on l'a fait il n'y a pas longtemps, en français de première, on a mélangé des élèves de la zone sud et de la zone nord, mais qui voulaient travailler la même œuvre. En l'occurrence, il me semble que c'était la peau de chagrin. Et donc ça pose pas de problème. Autant, bien évidemment, pour les stages de vacances ou les cours hebdomadaires, en ce qui concerne les élèves de l'hémisphère sud, forcément, ce ne sont que des élèves de l'hémisphère. Parce que la temporalité, l'avancement du programme est pas du tout la même. Alors, ils peuvent être mélangés, ça peut être des élèves du Chili, des élèves du Pérou et des élèves du Brésil qui sont mélangés, ça, à partir du moment où le programme leur convient, mais voilà. Donc, et on adapte systématiquement les programmes aux besoins, enfin aux chapitres qui ont été travaillés pendant la période en question. Donc, si quand vous vous promenez sur notre site internet, vous avez l'impression que c'est pas bien collé à ce qu'ont fait vos enfants, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que vous pouvez ne pas être le seul, etc. Et on peut complètement adapter
les programmes de stage aux besoins des enfants. Là, par exemple, on a un groupe qui est en train de stage pour le mois de juillet en français en première qui est en train de se constituer au Brésil. C'est vrai qu'à cette période de l'année, nous, en général, on propose de travailler soit sur le théâtre, soit sur le roman, parce que c'est souvent là qu'en sont les enfants. Mais là, en l'occurrence, les élèves, ils travaillent sur la poésie. Donc, bien évidemment que on adapte et le stage, on le fait sur la poésie. Le but, c'est vraiment de coller aux besoins de vos enfants. Donc, pour la période des vacances de juillet à mi-année, donc compte tenu des enjeux qu'on a identifiés, donc il y a 4 semaines de stage possibles, hein, donc les différentes semaines du mois de juillet. En troisième, on propose des stages de français et maths. À ce stade de l'année, on ne propose des stages de physique qu'un petit peu plus tard dans l'année. Donc pour vous, au niveau des vacances de septembre-octobre, où là, on propose un stage sur 5 jours, donc en règle générale du lundi du lundi au vendredi. Mais là aussi, parfois, par exemple, le stage de français dont je vous parle, il va du mardi au dimanche. Donc là aussi, il y a de la souplesse. En tout cas, c'est 12 heures de cours par matière, soit en français, soit en maths. Et les objectifs sont clairs, c'est de travailler sur les contenus du premier semestre et de préparer le brevet, de poser vraiment des méthodes de travail et des méthodes de traitement des sujets qui soient plus solides pour aborder la deuxième partie de l'année. En seconde, donc là aussi, on se concentre sur le français et les mathématiques, donc et ce d'autant plus que avec cette nouvelle épreuve de maths. Et donc là, on propose des stages sur 5 jours, comme en troisième, mais en troisième, on est sur des sessions de 2 heures ou 2h30. En seconde, on est sur des sessions de 3 heures pour chaque journée. Et donc pareil, là ici, c'est l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans la littérature, de travailler les méthodos en français, avec comme objectif derrière d'arriver en fin de seconde en maîtrisant en fait les épreuves du bac de français, de manière à ce qu'en première, on n'ait plus qu'à s'intéresser au contenu, c'est-à-dire aux œuvres, aux textes d'oral, etc. Et de consolider pareil en maths les acquis du premier semestre. Voilà pour les secondes. En français, à cette période de l'année, on ne travaille que l'écrit. Les stages oraux, les stages de simulation orale, etc. interviendront pareil plus tard dans l'année, à partir des vacances d'octobre, septembre-octobre, selon les pays. Et donc là, sur l'écrit, comme l'exemple que je vous donnais, soit on fait un stage de 6 jours où on traite toute la poésie, les œuvres des élèves et les commentaires, la dissertation et le commentaire composé, avec des entraînements, c'est-à-dire de la pratique. Soit on peut proposer aussi en juillet des modules sur œuvre. Et en spécialité, par contre, on est sur on est sur des stages de 6 jours, aussi de 18 heures, qui vont permettre de consolider tout ce qui a été fait au premier semestre. Évidemment, quand je dis consolider ce qui a été fait au premier semestre, c'est à la fois dans les contenus, les chapitres, etc., mais aussi dans les méthodes de travail, dans les méthodes, par exemple, de rédaction en sciences, dans la méthode d'analyse d'un sujet en sciences éco. Par exemple, en sciences éco, en première, à ce stade de l'année, moi, je travaille énormément l'étude de documents, l'analyse des documents. Pourquoi? Parce que c'est un des points de difficulté et que quand ils sont en terminale et quand ils sont au bac, et si ce point-là, on est bien solide, on sait bien le faire en fin de première, franchement, on a déjà fait une grosse partie du travail. En terminale, on va proposer la philo, bien évidemment, à partir des méthodes, de la méthodo, apprendre comment on travaille sa philo. Donc là, soit pareil sur un stage de 6 jours, soit sur des modules de méthodologie. Et en spécialité, bien évidemment, on va travailler essentiellement sur des sujets de bac, les chapitres du premier semestre. Donc là,
c'est pareil, on déroule de la méthodo, on s'entraîne sur des sujets, on révise. Alors, souvent les élèves ont leur bac blanc qui approche, donc c'est une manière aussi de réviser pour le bac blanc. Mais c'est aussi une manière de réviser de manière relativement efficace par rapport à tout ça. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous présenter. Alors, euh, on a la chance d'avoir dans l'équipe Aline Alias qui est donc basée à Santiago, donc qui est accessible sur vos temps de journée complets sur la zone, puisque nous c'est vrai que on est basé à Toulouse et donc bien évidemment vous allez être essentiellement en contact avec Cécile qui n'est pas là ce samedi mais qui, j'en profite de le dire, est complètement hispanophone parce que elle a fait une partie de son lycée au lycée français de Madrid. Mais bien évidemment, vous allez arriver à nous joindre. Alors bien, le samedi, il y a toujours quelqu'un. Et puis sinon, plutôt sur vos matinées que, jusqu'au milieu d'après-midi. Après, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Voilà, et je finirai avec, même si en zone nord, les élèves sont en plein examen, mais simplement par afficher un petit peu les résultats des élèves de l'année dernière pour vous donner une idée. Donc voilà, ça vous donne une idée de, si je prends ma matière par exemple, parce que vraiment l'année dernière, euh, j'avais des chouettes élèves en zone nord comme en zone sud qui ont vraiment bien bossé et qui ont eu vraiment des super résultats. Globalement, sur l'ensemble des élèves que j'ai accompagnés, ils obtiennent une moyenne au bac de 15,5 sur 20, sachant que la moyenne en SES, on est autour de 11. Hein. Donc voilà. Et l'année dernière, j'ai même une élève qui a eu 20. Donc voilà, c'est pareil en français. Vous voyez qu'à l'écrit, sur donc 205 élèves accompagnés, c'est quand même beaucoup d'élèves. Ils obtiennent une moyenne de 13,3 sur 20. Là aussi, on est autour de 10 pour les épreuves du bac en moyenne nationale. Voilà. Est-ce que donc je vais m'arrêter là. Donc bien évidemment, je vous invite à consulter notre site internet et puis à nous solliciter hein, si vous avez des questions. Est-ce que Nesrine, tu as des questions à ce stade? Alors, on a une question. Quelles sont les dates possibles pour la révision du bac de français? Pour l'hémisphère sud, évidemment. Alors, on a déjà un groupe qui est constitué sur la semaine du 21 juillet, sur lequel il doit rester une place, je crois. Et ensuite, il y a encore des possibilités la semaine du 28 juillet et, et je crois la semaine du 7. Je vous réponds ça comme ça, mais ce serait à vérifier. Voilà. Voilà, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors je peux remettre peut-être toutes nos coordonnées que vous pourrez retrouver. Hop, si je le retrouve, hop, voilà. Je peux vous remettre. Non, c'est pas là du tout. Hop, voilà. Je vous remets nos coordonnées. Comme ça, vous les avez. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter les uns ou les autres pour avoir, enfin les unes ou les autres plutôt, pour avoir plus de renseignements, sachant que vraiment, ce qu'on propose donc aux élèves de l'hémisphère sud, c'est comme ce webinaire, ça leur est dédié. C'est vraiment complètement adapté à là où ils en sont de leur année. Voilà. Donc, et ça, je pense que c'est le plus important quand on cherche de l'accompagnement ou un renforcement quelconque.
Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Franchement, merci pour avoir passé une partie du samedi matin avec nous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis peut-être à bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.